Ce sont les soldes chez Pearl. Jusqu'à moins 50% sur beaucoup de montures et solaires, même de grandes marques. Passez en magasin ou regardez sur pearl.be. Major Keyhole, as author of the book Flying Saucers Are Real. I thought, well, maybe something's wrong with my eyes. Ça reflétait la lumière, c'était vraiment énorme. Il y avait quelque chose qui n'était pas logique. We have not been hiding anything. Dans ce dossier, je doute de tout. C'est comme s'il venait nous voir. L'inexpliqué est toujours là. Depuis 70 ans, on signale partout sur notre planète des lueurs étranges dans le ciel. Dans les années 40, on les appelait soucoupes volantes. Aujourd'hui, les soucoupes sont devenues des ovnis, des objets volants non identifiés. Prototypes secrets, méprises, phénomènes météorologiques inexplicables ou encore visiteurs venus d'ailleurs, préparez-vous à vivre un voyage surprenant dans un monde inconnu. Entre mystère et secret, la fascinante histoire des ovnis. Une série réalisée par Frankistas et Bawandine. Nom d'un chien. Hé, on en a enfin trouvé une. C'est une soucoupe volante, aucun doute. Ce n'est pas un métal connu. Probablement un nouvel alliage. Prenez-en des fragments, nous les étudierons. 6e épisode, l'accident de Roswell. Avec dans les rôles principaux, Pierre Lagrange, sociologue des sciences. Des histoires d'observation de cadavres, d'humanoïdes et autres, ça devient très compliqué. Eddie Louchet, professeur d'histoire, spécialiste des ovnis du passé. L'affaire de l'autopsie du cadavre d'extraterrestre, c'était too much. Et Fabrice Canepa, auteur de Alien, 70 ans de culture et contre-culture. On a une mythologie qui se crée et c'est fascinant, quoi. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à un homme. Oui, je le vois. Il a une tête et aussi des jambes. Oui. Il a plus de 2 mètres de long. Quelqu'un est sorti de la soucoupe. Il en est sorti, oui, il a été projeté dehors. Ensuite, il a dû être pris dans la glace. C'est un martien, peut-être. Est-ce que vous voyez un moyen de le sortir de là? Non, utilisez la bombe thermique encore une fois. Ça suffit, vite, nous n'avons plus beaucoup de temps. On a des haches, on pourrait découper la glace tout autour et mettre le tout dans l'avion. Je suis d'accord, allons-y, dépêchons-nous. Cet extrait du film La chose venue d'un autre monde, réalisé par Howard Hawks en 1951, illustre à merveille une des grandes théories du complot défendues aujourd'hui par beaucoup d'ufologues. La récupération d'un engin venu d'une autre planète avec ses occupants. Est-ce la fiction qui s'inspire de l'histoire des ovnis ou est-ce l'inverse? Car des crashs d'ovnis, en tout cas des crashs supposés d'ovnis, il y en a eu beaucoup. Le plus célèbre d'entre eux, celui que tout le monde connaît, c'est le crash de Roswell, où il est question de soucoupes volantes accidentées dans le désert, de récupération de technologies aliens et d'autopsie de cadavres extraterrestres, rien que ça. Quelque chose est tombé à Roswell. Je pense que ça fait pas un doute. Patrick Ferrin, président du comité belge d'études des phénomènes spatiaux. Il s'est passé quelque chose. Le problème vient quoi? Bon sang de bonsoir, pour essayer de mieux cerner ce qui s'est réellement passé et les suites de cette affaire, les multiples rebondissements. Là, on est perdu dans un brouillard, mais qui est impénétrable. Et les cartes sont complètement brouillées à l'heure actuelle. Alors on peut se poser une question. Est-ce que quelqu'un aurait intérêt à brouiller des cartes? Je pense que c'est une bonne question. Effectivement. Avec le temps, l'histoire de Roswell est devenue très compliquée. Pour la comprendre, il faut faire un bond dans le passé à la fin du 19e siècle. C'est à cette période que l'on commence à rapporter les premiers crashs d'ovnis. Je donne un seul exemple. Le prétendu crash d'un engin survenu à Aurora, au Texas, le 17 avril 1897. Et de l'enterrement sur place de son pilote martien, ben oui, à l'époque, les extraterrestres sont des martiens. Donc au fin 19e et encore dans la première moitié du 20e siècle, on discute toujours de savoir si la vie est possible ou pas sur Mars. Eddie Louchet est historien. Il se passionne pour les histoires d'ovnis du passé. En fait, c'est un canular. Pourquoi ce canular? C'est pour attirer l'attention sur cette petite ville d'Aurora que le chemin de fer avait malheureusement pour elle décidé de contourner. Et donc, il fallait bien trouver une attraction locale. Il y a beaucoup de crashs dans l'histoire de l'ufologie, non? Alors, au plan statistique, certains ufologues américains ont recensé 74 crashs d'ovnis depuis 1947. D'autres ufologues avancent le chiffre de 272 cas. Alors évidemment, c'est bien difficile à déterminer. La toute première enquête journalistique, enquête avec des guillemets, consacrée au crash d'une soucoupe volante est réalisée en 1948. Dans son livre Behind the Flying Saucers, le journaliste Frank Scully
révèle qu'un ovni se serait écrasé dans la région désertique d'Aztec, au Nouveau-Mexique. Là, c'est très spectaculaire. Une soucoupe s'écrase le 24 mars 1948 sur un plateau rocheux et l'armée de l'air trouve à l'intérieur les corps de 16 petits humanoïdes originaires, ne riez pas, de la planète Vénus. À l'époque aussi, on ne savait pas que Vénus est un véritable enfer avec des températures de 400 à 500 degrés. Or, en réalité, c'est une escroquerie notoire. Donc, ce sont en fait deux petits escrocs. Victime, c'est un journaliste qui s'appelle Frank Scully, et donc qui raconte toute cette histoire, etc. Il y a même, on ajoute des autres crashs qui surviennent en Arizona. En réalité, ces escrocs ont vendu cette histoire à Scully pour promouvoir un détecteur de pétrole et de métaux précieux prétendument inspiré de la technologie extraterrestre. C'est une histoire qui a commencé mal. Fabrice Canepa, auteur de Alien, 70 ans de culture et contre-culture. L'affaire Aztec, où tout le monde s'est rendu compte que c'était complètement faux, que c'était une arnaque pour vendre des bouts de technologie extraterrestre à des gens un peu crédules, et un journaliste qui a pas vraiment très bien fait son travail, on va dire, et qui a écrit un livre un peu sensationnel avec un témoin qui s'appelle le Dr G. Alors là, rien que ça déjà, promet. Nous venons d'évoquer 2 crashs, et les 2 se sont révélés être des supercheries. Ce ne sera pas la dernière fois, il y en aura beaucoup d'autres. À chaque fois, avec un scénario similaire. Des militaires récupèrent l'engin venu d'ailleurs et sa technologie, mais également les corps des pilotes extraterrestres. Tout cela, bien évidemment, en étouffant l'affaire, puisque c'est top secret. D'où la difficulté d'obtenir des preuves et des témoignages sérieux. Le manque de crédibilité de ces premiers crashs rend la plupart des ufologues très prudents et très méfiants envers ces histoires. Ça fait pas scientifique, quoi. Alors ce qui est drôle, parce qu'il y en a pas mal parmi eux qui sont convaincus que c'est des vaisseaux spatiaux et qui sont habités, et que donc s'ils venaient à se cracher, il y aurait effectivement des gens dedans, quoi. Mais en même temps, ça les arrange pas tellement de présenter cette facette-là qui sent le soufre, clairement, depuis le début. Je ne crois absolument pas qu'il y ait des ovnis qui se soient écrasés sur la planète Terre, jusqu'à preuve du contraire. Jean-Claude Bourret, grand reporter et passionné d'ovnis. Jamais. Aucun Écoutez, cas pour vous, à ma connaissance, je ne suis pas le pic de la Mirandole. À ma connaissance, chaque fois que j'ai travaillé sur quelque chose qui consistait à dire il y a un ovni qui s'est écrasé, dès qu'on grattait un petit peu plus précisément, on se rendait compte que c'était bidon. Vous savez, il y a un principe très simple, il faut beaucoup de bon sens. Moi, je suis un petit-fils de paysan, j'essaye d'avoir les pieds sur terre. Mais les rumeurs concernant des crashs d'ovnis sont tenaces, et elles s'imposent de plus en plus fin des années 70, grâce notamment à Leonard Stringfield, célèbre ufologue américain, qui a recueilli de très nombreux témoignages de civils, de militaires, qui auraient vu des vaisseaux extraterrestres accidentés ainsi que leurs occupants. These are first-hand. Ce sont des informations de première main. Mes sources ont pu voir des vaisseaux et des corps aliens cachés par le gouvernement américain dans une base de l'US Air Force, à Wright-Patterson. Certains ont participé à la récupération. Dans son livre « Alerte générale OVNI », Leonard Stringfield relate beaucoup d'histoires concernant la récupération d'engins extraterrestres étouffés par le gouvernement américain. À chaque fois, c'est très spectaculaire. Un membre de service secret m'a raconté, il y a quelques années, qu'ils avaient récupéré 30 corps d'aliens et qu'ils étaient cachés dans les sous-sols de Wright-Patterson depuis 1966. Le seul problème, c'est que les témoins de Stringfield, qui affirment être des témoins de première main, veulent tous rester anonymes. Impossible donc de prouver quoi que ce soit dans ces conditions. J'ai correspondu avec lui à un moment donné. Patrick Ferrin, président du comité belge d'études des phénomènes spatiaux. Un petit peu. Je l'avais contacté quand je m'étais intéressé à l'affaire de Roswell. J'avais essayé de lire beaucoup du matériel disponible à cette époque-là. J'avais passé pas mal de temps là-dessus. Et forcément, j'étais tombé sur Stringfield. À ce moment-là, il était encore là. Il est décédé un peu après.
Et je l'ai contacté par des amis américains et il m'a répondu très gentiment. Alors il m'a envoyé des monographies, il m'a envoyé des infos. Alors, j'ai commencé à lui poser des questions qui n'avaient jamais de réponse. Je crois que c'était un homme, un très brave homme. Plein de bonne volonté. Il est décrit comme ça par d'autres qui l'ont bien connu là-bas et que j'ai rencontré par après. C'est quelqu'un, une personne tout à fait affable, extrêmement sympathique et de toute bonne foi apparemment. Mais je crois qu'il s'est peut-être un petit peu emballé pour certaines choses. Il y en a d'autres comme ça, il y en a pas mal. Résumons. Depuis les années 40, et même avant, certains spécialistes des ovnis relatent des histoires de crash de soucoupes volantes, mais pas grand monde ne les prend au sérieux, même au sein de la communauté ufologique. D'abord parce que très souvent ces crashs sont soit des méprises ou des canulars, et surtout parce qu'aucun prétendu témoin de ces crashs ne veut parler. Tout va changer en 1978 quand un ancien militaire américain, le major Jesse Marcel, fait une révélation fracassante. Il affirme avoir récupéré les restes d'un engin qui ne venait pas de la planète Terre en 1947 dans la région de Roswell. Ensuite, ses supérieurs lui auraient interdit d'en parler. Ça ne venait pas de cette terre. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je connaissais tous les matériaux utilisés en aviation et ça n'avait rien à voir. C'est impossible. Cette interview de Jesse Marcel, largement diffusée sur le web, a été enregistrée fin des années 70. À l'époque, personne ne se souvient d'un crash datant de 1947, même les spécialistes des ovnis. Mais comme cette fois, un témoin ose parler, et pas n'importe quel témoin, puisqu'il s'agit d'un ancien major de l'Air Force, certains ufologues vont chercher des preuves de ce que Marcel raconte. Et surprise, ils découvrent qu'effectivement, en 1947, l'US Air Force a bien déclaré officiellement avoir trouvé une soucoupe volante à Roswell. Refaisons un nouveau bond dans le passé pour comprendre le déroulement de ces événements. Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico. Roswell, un nom qui sera pour le meilleur et surtout pour le pire, indissociablement lié à l'histoire des ovnis. Mais que s'est-il réellement passé le 8 juillet 1947 ? Pourquoi l'armée américaine a-t-elle fait un communiqué officiel pour expliquer qu'elle avait récupéré un disque volant ? Au départ, Roswell, nous sommes au Nouveau-Mexique, c'est-à-dire au sud-ouest des États-Unis, dans une région relativement désertique. Eddie Loucher. À Roswell même, il y a une base de bombardiers atomiques. Donc l'un des premiers bombardiers, les bombardiers qui ont bombardé Hiroshima et Nagasaki provenaient de la base atomique de Roswell. Donc près de cette base de Roswell, et près de la petite ville de Corona, qui ne se trouve d'ailleurs pas très loin de là, un fermier local, William Brazel, retrouve sur son terrain, sur cette terre, des débris. Mais il faut savoir qu'à l'époque, depuis plusieurs semaines, les États-Unis vivent dans une hystérie collective d'observation de mystérieux disques volants, donc avec l'affaire Kenneth Arnold au Mont Rainier, où Arnold observe comme ça un groupe d'étranges objets volant à une très très grande vitesse, impossible pour l'époque. Du moins si Arnold ne s'est pas trompé dans sa perception et des objets et de la vitesse. Donc le pays vit dans une sorte d'hystérie collective, on voit des disques volants un peu partout. Et les militaires, d'ailleurs, le week-end qui a précédé le crash de Roswell, les militaires sont en alerte. Il y a un climat un peu d'inquiétude. C'est vous qui avez ramené ça ? Oui, monsieur, j'aimerais bien que quelqu'un me débarrasse de ce bazar. Quand avez-vous trouvé ces débris ? Ça fait 3 jours. Juste après la grosse tempête. Pourquoi l'avoir signalé ? Une de mes voisines m'a dit que c'était peut-être bien une des pièces de, vous savez, leur fameuse soucoupe volante, là, que plein de gens ont eu. Encore une fois, il faut se remettre en contexte. Fabrice Canepa, auteur de Alien, 70 ans de culture et contre-culture. Toujours très important de se remettre dans le contexte. On est en 47, donc 47, il y a des soucoupes partout. On est dans le fameux été, dans cet été de la soucoupe, dans cette vague, la première du genre. Donc on voit des soucoupes volantes partout.
Et il y a un gars dans un champ, il trouve des débris. Il appelle les mecs de l'Air Force d'à côté. Ce sont les militaires de Roswell qui recueillent les débris et ils émettent un communiqué de presse rapide et à mon avis un peu hâtif, signalant que l'armée avait récupéré des débris d'un de ces fameux disques volants. Et là, l'armée dit on a trouvé les soucoupes volantes, on a trouvé ce que c'était. Et voilà. Et alors c'était là encore une fois, quand on parle de la maladresse de l'armée américaine, c'est vraiment extraordinaire, effectivement. Du coup, ça sort dans les médias comme si on avait trouvé la soucoupe volante. Et ça fait évidemment la une de la presse locale du mardi 8 juillet 1947, puis de la presse nationale et internationale. Army Air Force officers reported that one of the strange discs had been found and inspected sometime last week. Our correspondents in Los Angeles and Chicago have been in contact with Army officials endeavoring to obtain all possible late information. Joe Wilson reports to us now from Chicago. C'est l'euphorie. Tous les médias s'emparent de cette nouvelle sensationnelle. L'armée de l'air américaine possède désormais une soucoupe volante. Mais l'euphorie sera de courte durée, quelques heures à peine. Ça ne va pas durer longtemps. Dans la même journée, un autre communiqué officiel est envoyé aux médias, indiquant cette fois que les débris sont ceux d'un ballon-sonde météorologique employé par l'armée de l'air américaine. Fin de l'histoire. Il n'y avait pas de soucoupe mystérieuse. Le major Marcel, qui a récupéré les débris dans le champ du fermier, n'a tout simplement pas reconnu les débris d'un ballon-sonde. L'armée organise un point avec la presse et permet qu'on photographie les débris en question. Il est clair que sur les photos publiées, ces débris n'ont rien de soucoupique. On peut voir ce qui ressemble à des baguettes et du papier aluminium froissé. Le dossier est clos, l'effervescence médiatique retombe d'un coup, c'est un non-événement. Comment se fait-il alors qu'aujourd'hui encore, Roswell soit considéré par beaucoup comme l'événement ufologique du siècle ? Pierre Lagrange, sociologue des sciences, est sans doute un des meilleurs connaisseurs de l'affaire, sur laquelle il a enquêté pendant de longues années. Il est l'auteur de l'excellent ouvrage « La rumeur de Roswell ». C'est très compliqué parce qu'en fait, il faut distinguer deux affaires de Roswell, on va dire. En 1947, il y a un fait divers qui survient pendant la vague qui est lancée par l'observation de Kenneth Arnold, au cours de laquelle il y a donc les militaires de la base de Roswell, dans le Nouveau-Mexique, racontent avoir récupéré une soucoupe volante. Et quelques heures après, cette histoire est expliquée comme étant les restes d'un ballon-sonde, c'est une méprise, et on n'en parle plus. Et cette histoire disparaît. Et en 1980, deux écrivains, dont l'un est très connu, il s'appelle Charles Berlitz, c'est un écrivain très populaire parce qu'il a écrit plusieurs livres sur le triangle des Bermudes, en 1975 et 1977. Charles Berlitz, avec un autre auteur qui s'appelle William Moore, qui est un ufologue, vont publier un livre qui s'appelle The Roswell Incident, l'incident de Roswell. Un des auteurs de l'incident de Roswell, William Moore, a pu retrouver et interroger le major Jesse Marcel, alors à la retraite. Souvenez-vous, c'est lui qui avait été chargé de récupérer les débris. Et ce qu'il révèle à Moore 30 ans après les événements de 1947 va faire l'effet d'une bombe. Alors dans ce livre, évidemment, il réserve une belle place au témoignage du major Marcel, personnellement interviewé. Eddie Louchet. Et donc ce dernier lui déclare que, et pas qu'à lui d'ailleurs, à d'autres ufologues américains, que les débris retrouvés en 1947 étaient sûrement d'origine extraterrestre et que ce qu'on avait montré à la presse n'était que les débris d'un ballon météo qu'on avait substitué aux restes originaux de l'engin. Quand j'ai vu ça, je ne pouvais pas le croire. Il y avait tellement de débris éparpillés sur une grande surface. On en a ramassé le plus possible. On les a mis dans notre camionnette. Ça nous a pris toute une partie de la journée. Et là, ce qui change, c'est que Jesse Marcel, ce militaire donc, qui a travaillé réellement à la base de Roswell, il dit lui-même, publiquement, « J'étais là, j'ai récupéré ces débris, ils étaient bizarres et tout. » Il y a un autre débat ensuite qui se greffe dessus, c'est que quand il décrit ces débris, il les décrit comme étranges, mais en même temps, l'étrangeté de ces débris est difficile à évaluer parce que ce qu'il décrit, ça ressemble beaucoup à ce que les militaires avaient décrit comme étant les restes des ballons-sondes. Donc il y a un débat qui va s'installer autour du témoignage de Jesse Marcel, autour de comment se fait-il que ces débris qu'il décrit comme bizarres présentent autant de caractéristiques communes avec les débris
avec l'explication qui va être donnée. C'est ça le problème, c'est que les ufologues vont se diviser autour du témoignage de Jessie Marcel entre ceux qui pensent qu'il y a vraiment quelque chose de bizarre qui est tombé et ceux qui disent oui mais ça a beau être bizarre, la description qu'il donne rappelle beaucoup les choses qui ont été véritablement identifiées à Roswell à ce moment-là. On ne pouvait pas le tordre. Même avec une masse, on ne pouvait pas tordre ces débris. J'ai su que je n'avais jamais vu quelque chose comme ça avant. Aujourd'hui encore, je ne sais pas ce que c'est. Ça ne venait pas de cette terre. Son témoignage, il dit « Attendez, on va pas me la faire à l'envers, c'était pas un ballon, moi je connais les ballons, je sais ce que c'est, c'était pas un ballon. » Fabrice Canepa, auteur de Alien, 70 ans de culture et contre-culture. Banco, c'est génial, si c'est pas un ballon, c'est donc forcément un vaisseau spatial. Alors, le raccourci est audacieux, mais c'est pas grave. Ça, c'est pas grave, parce qu'après, on va trouver des moyens de faire rentrer des trucs carrés dans des trucs ronds, donc c'est pas un souci. En réalité, la façon dont Jess Marcel le décrit, en fait, quand on lit quand même son témoignage, je vois pas du tout comment on peut penser qu'il pourrait s'agir d'un truc. Il y a notamment des espèces de petits bouts de ruban adhésif avec des petits dessins dessus, quoi. Enfin, des trucs comme ça. C'est pas... Ça, c'est dans le truc qu'il a vu, hein. Il dit avoir vu. La seule chose qu'il dit, c'est oui, le matériau est plus résistant. Mais alors là, c'est pareil. Le matériau est plus résistant que quoi ? Qu'un bout de balsa, sans doute. Peut-être c'est de l'aluminium. Peut-être qu'à l'époque, en 47, il y a effectivement des matériaux qu'on commence à utiliser qui sont pour des technologies un petit peu de pointe, mais tout ce qui est de plus humaine, qui peuvent être des matériaux, voilà. En gros, on va construire une espèce de théorie déliante, alors après qui va être illustrée du coup dans les films et dans l'imaginaire, avec des trucs qui changent de forme, des métaux intelligents, des choses comme ça. Mais la réalité, c'est pas ça qu'ils disent. Ils disent juste, c'était pas un ballon sonde. Ce truc, c'était pas un ballon sonde. Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est ? C'est ce que vous avez trouvé. Non. Mais non, voyons, ça, c'est un ballon sonde. Aucun doute. Tenez, voici à la partie inférieure qui réfléchit les ondes. C'est une vulgaire feuille d'aluminium froissé. Ça n'a rien d'exceptionnel. C'est bien possible, Major, mais une chose est sûre. C'est ça que vous avez trouvé. Et à partir de maintenant, vous ne parlerez de ça à personne, y compris à votre famille. Entendez ? L'interview du major Jessie Marcel va inciter d'autres témoins de l'affaire à sortir du bois. Les langues se délient, pour le plus grand bonheur des ufologues qui enquêtent dorénavant d'arrache-pied à Roswell. Non seulement il y avait des débris de soucoupes, mais il y aurait aussi des corps d'occupants. Certains vont même affirmer qu'un des extraterrestres était encore vivant à l'arrivée des militaires. Ces aliens étaient petits, 1 mètre de haut, avec une grosse tête, et ils avaient seulement 4 doigts. De nombreux livres sur l'affaire Roswell seront édités. Un des plus célèbres est UFO Crash at Roswell, et a servi de base au scénario de Roswell, le mystère, film réalisé par Jeremy Kagan. À mon avis, vous devriez vous écouter parler. Je sais à quoi ressemble n'importe quel singe, c'est pas ce que j'ai vu. Mais tout ça, du haut de votre avion qui passait à plus de 100 mètres. Oui, c'était bien des singes, mais sous l'effet de la chaleur, leur pelage avait brûlé et leur tête avait gonflé comme un melon en décomposition. Sous le choc, leurs yeux avaient littéralement explosé, laissant place à de gros trous sombres. Ces pauvres bêtes ne ressemblaient plus aux singes qu'on trouve dans les parcs. Je les ai vus de près. On envoie des singes dans l'espace que depuis 1950. Ah oui ? Et qu'en savez-vous ? Par la suite, comme il y a tout un tas de témoignages qui vont se greffer dessus... Pierre Lagrange, sociologue des sciences. De gens qui vont même rapporter des histoires d'observations de cadavres, d'humanoïdes et autres, ça devient très compliqué. Mais là, encore une fois, le problème, c'est que on n'a pas vraiment de témoignages de première main. Il y a eu quelques témoins qui ont dit « moi j'ai vu les créatures », mais autant que je sache, dans la plupart des cas, ils ont été démontés, ces témoignages, par la suite. Les témoins clés, comme Jessie Marcel. Eddie Louchet, historien, spécialiste des ovnis du passé. Ou le fils du fermier, William Brazel, changent leur version de l'histoire à plusieurs reprises et ils l'embellissent à chaque fois. Des ufologues ajoutent eux-mêmes des détails aux histoires. Donc, certains témoins n'existent tout simplement pas. Donc l'énigmatique infirmière qui aurait été témoin de l'autopsie d'extraterrestres et qui est citée par plusieurs ufologues. Je suis entrée pendant qu'ils étaient en train de l'autopsier. Ils sont dégagés une telle puanteur que tout le monde se bouchait le nez. Personne n'avait jamais vu ça. Ils prenaient des photos de ces
monstre. En réalité, un journaliste a mené une enquête et a découvert que cette infirmière était totalement fictive. Alors, on a aussi des témoins directs, très peu, voire pas du tout crédibles. Ce sont des affabulateurs qui se composent un personnage et qui créent de toutes pièces certains documents. Alors, il y a un autre des témoins jugés important qui dit avoir vu la soucoupe volante écraser ses occupants. Il y a juste un petit souci, c'est qu'il avait 5 ans en 1947. On interviewe aussi des témoins sur leur lit de mort. Et alors, que dire de la kyrielle des témoins indirects, voire même très indirects, qui disent « un tel m'a raconté qu'un tel témoin avait vu cela ou dit cela ». Alors, donc ça c'est, en plus avec la reconstruction des faux souvenirs, on sait bien que les faits, plus ils sont racontés tardivement, plus ils induisent un phénomène psychologique bien connu maintenant, c'est on ajoute aux faits des faux souvenirs. Tout ça me fait dire que Roswell, il n'y a pas grand-chose. Il y a eu des drames dans cette affaire parce que certains ont fait confiance à des témoins qui se sont révélés être des menteurs par la suite. Donc c'est une affaire qui a pris une telle ampleur dans la sphère publique que ça a attiré tout un tas de profiteurs, on pourrait dire. Ce qui est un phénomène assez différent du reste du dossier des ovnis, où il y a très peu de mensonges et de canulars. Mais l'affaire de Roswell est devenue un dossier très complexe, où il y a un fond tout à fait historique et réel. Il y a vraiment quelque chose qui a été récupéré en 1947. Mais l'affaire telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est une reconstruction et une réélaboration de cette histoire qui est survenue à partir des années 80 et 90. Et là, ça devient beaucoup plus complexe parce qu'en fait, comment est-ce qu'on peut interpréter autant de temps après ce que les témoins racontent, même si une bonne partie d'entre eux sont des gens tout à fait de bonne foi, qui rapportent des souvenirs, mais qui souvent sont des souvenirs très anciens, donc qui sont très difficiles à analyser par définition. Il va devenir tellement difficile de faire coïncider cette avalanche de témoignages que les ufologues qui enquêtent sur Roswell vont se déchirer entre eux pour défendre leurs différentes théories. Selon les théories, des fois il y a 2 crashs même. Fabrice Canepa. Parce qu'en plus, c'est vrai que c'est pas très vendeur, parce que bon, en gros, le vaisseau spatial, il a été foudroyé parce qu'il y avait de l'orage, et donc ils ont perdu le contrôle de la navigation et ils sont crashés. Pour du matériel de haute technologie, quand même, ils auraient pu faire un effort, je trouve. Mais bon. Après, par contre, on va arriver sur des trucs complètement fous, où en fait, on se rend compte qu'en réalité, il y a des collisions entre des vaisseaux spatiaux. Donc, non, après, ça s'enrichit extraordinaire. Mais après, c'est l'emballement total. Imaginons un vaisseau extraterrestre qui connaîtrait une panne mécanique et qui viendrait comme ça s'écraser, dont on pourrait récupérer les corps. Ça paraît quand même, si pas impossible, en tout cas vraiment très 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 peu probable. Et en amende, pas de pavillon auriculaire ni de conduit auditif, une texture de l'épiderme légèrement écailleuse, quasiment reptilienne, souple, on peut même dire élastique. L'affaire de Roswell atteindra son apothéose avec la diffusion dans les médias du monde entier de la fameuse autopsie d'un extraterrestre. Dans ce film en noir et blanc d'une dizaine de minutes, on voit le cadavre d'un être étrange blessé gravement à la jambe, avec une énorme tête de grands yeux noirs, 6 doigts et un gros ventre étendu sur une table d'opération. Il est en train de se faire autopsier par des médecins portant un masque. Médecins qui d'ailleurs n'ont pas l'air d'être des professionnels. L'affaire de l'autopsie du cadavre d'extraterrestre, c'était too much. Eddie Louchet. Alors évidemment, pour les médias, c'était un document extraordinaire, puisque ça pouvait théoriquement permettre de démontrer, ou de pratiquement démontrer, la réalité de la récupération d'un cadavre d'extraterrestre, qu'il vienne de Roswell ou d'ailleurs. Et c'est un peu finalement le Graal de l'ufologie. On va dire il y a 2 Graals dans l'ufologie, qu'on n'a toujours pas après 70 ans. C'est un bout de peau d'extraterrestre, on ne parlerait même pas d'un cadavre, mais un bout de quelque chose, ou un morceau de soucoupe, ou d'ovni, pour être plus moderne, puisque la forme soucoupe a un peu été évacuée au fil du temps. Eh bien tout ça, après 70 ans, on n'a toujours rien. Ça pose quand même pas mal de questions. Le corps contient un liquide incolore qui ne semble pas avoir les fonctions du sang humain. Absence d'appareil digestif, pas de système gastro-intestinal. Absence d'anus.
La cavité buccale est profonde d'environ 5 cm. Hey Et... Celui-ci bouge, docteur. Comment? Oui, c'est une affaire commerciale, c'est bidon. Alors on peut encore discuter de savoir est-ce que c'est voulu, est-ce qu'on a véritablement voulu induire en erreur ou volontairement provoquer, montrer que c'était un faux. En réalité, il y a une grosse affaire commerciale derrière. C'est simplement une question de gros sous. Alors, il faut avouer que le documentaire en question est bien fait. C'est un faux qui a nécessité quand même un certain nombre de moyens. On a pu déterminer donc absolument que c'est un faux par toute une série de critères. On voit que le film d'ailleurs lui-même a fait l'objet d'un montage assez élaboré. Donc là, il n'y a évidemment plus de doute. Et ça n'a pas aidé non plus à crédibiliser davantage l'affaire d'un crash d'OVNI en 1947 à Roswell. Et au cours de l'été 95, à cause de tout un débat qui est suscité par la diffusion par un producteur anglais d'un film, d'une prétendue autopsie, d'un prétendu extraterrestre récupéré à Roswell. Pierre Lagrange, sociologue des sciences. Ce débat va devenir mondial et va dépasser les frontières de l'ufologie américaine, on va dire, et du débat public américain. L'histoire de Roswell telle qu'on la connaît aujourd'hui est très différente de l'histoire de Roswell qui s'est déroulée en 1947 et c'est à partir de 1980 que cette histoire va prendre forme en fait et va se complexifier peu à peu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de livres qui ont été publiés, il y a tout un tas de polémiques qui ont agité les ufologues sur cette histoire. Dans la communauté ufologique, eh bien oui, ça faisait le buzz. Patrick Ferrin, président du comité belge d'études des phénomènes spatiaux. Mais bien sûr, c'était une chose importante. Donc, moi, j'ai eu la chance professionnellement de pouvoir aller très souvent aux États-Unis, soit pour mes occupations professionnelles, soit pour mes loisirs, parce que j'essaie de combiner les deux et de prolonger des séjours, etc. Donc j'ai pu aller dans beaucoup d'endroits, j'en ai profité pour rencontrer beaucoup de gens, et l'occasion faisant de la ronde, j'ai eu l'occasion de rencontrer des enquêteurs qui ont travaillé à Roswell ou sur le dossier Roswell, et je me suis dit, c'est une occasion de parler à ceux qui ont mené des enquêtes. J'ai rencontré Stanton Friedman, Don Schmitt, Kevin Randle, et tous des ufologues qui ont enquêté sur Roswell. Qui ont travaillé sur Roswell pendant très longtemps et sur d'autres affaires, sur Majestic 12. Mais c'est pas des ufologues comme on trouve à la SOBEP. C'est pas le même genre c'est différent. De personnes. C'est très différent. Il y a deux types d'ufologie à deux vitesses là. Il y a deux types d'ufologues, bien sûr, oui. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais j'étais là-bas, j'ai eu l'occasion de les rencontrer, de parler avec eux, d'assister non seulement à des conférences publiques qu'ils donnaient, mais aussi à des réunions entre eux, des réunions de travail entre eux, des think tanks. Voilà, on a pu échanger, j'ouvrais grandes mes oreilles pour un peu voir comment fonctionnait, comment fonctionne cette ufologie américaine, comment fonctionnent ces enquêteurs. Les noms que vous avez cités, Stanton Friedman, Don Schmitt, sont des gens qui travaillent pour voir si effectivement le gouvernement américain a récupéré des extraterrestres à Roswell, les a mis dans des cuves, peut-être qu'ils ont des soucoupes. On est complètement dans une autre catégorie. Tout à fait. C'est pas du tout la même chose. Beaucoup plus spectaculaire. Quand on regarde ça, on se dit, bon, oui, mais non. Oui, mais non, c'est l'expérience que j'en ai ramenée. C'est oui, mais non. Il y a tout un merchandising qui est là derrière. Il y a un commerce. Et il y a un énorme business là derrière, dont on n'a absolument pas la moindre idée ici en Europe. Donc là, il y a deux échelles différentes. Et tout ça est combiné avec les pouvoirs des médias, parce que, évidemment, ça fait le pain béni des chaînes de télévision, des chaînes de radio, des médias, des tabloïds, etc. Et donc, ces gens sont très courtisés par le monde médiatique. On les voit très souvent, ils jouissent d'une énorme visibilité là-bas. Et ça fait beaucoup, évidemment, ça pèse beaucoup dans la balance. L'activité effrénée des ufologues américains maintient Roswell dans l'imaginaire populaire. La fiction ne sera pas en reste, notamment grâce à la célébrissime série culte des années 90, X-Files. Agent Mulder, je suis Dana Scully, j'ai été chargée de vous assister. Oh, est-ce que c'est agréable de se sentir tout à coup considéré et respecté? Dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait comme boulette pour échouer ici?
J'en sais rien, mais j'avais envie de travailler avec vous. Le nom de Dana Scully est un clin d'œil à Frank Scully, le journaliste qui avait écrit Behind the Flying Saucers en 1948. Dans la série, elle et son collègue, l'agent Mulder, doivent faire face à une conspiration échevelée du gouvernement américain concernant les soucoupes volantes et les aliens. C'est stupéfiant, Scully. Le sujet mesure 156 cm de longueur et pèse à ses extrémités 26 kg. Le cadavre est dans un état avancé de décomposition et de dessiccation. L'oblique du crâne indique que le sujet n'est pas un être humain. Si ce n'est pas un être humain, qu'est-ce que c'est alors? Vous ne croyez quand même pas que c'est une espèce d'extraterrestre? C'est une sale plaisanterie. Je ne suis pas fou, Scully. J'ai les mêmes doutes que vous. L'ufologie conspirationniste et les séries télévisées ne sont pas suffisants pour expliquer le succès inébranlable de l'affaire Roswell et de ses théories du complot. C'est que cette histoire de Roswell, elle prend de l'ampleur à partir du milieu des années 90. Pierre Lagrange, sociologue des sciences. Et là, ça devient, pour moi notamment, très intéressant parce que, d'un côté, il y a la tendance à dire que oui, cette histoire de Roswell, elle nous envoie dans le décor, c'est les théories du complot, c'est les fake news, c'est cette tendance des gens à croire tout et n'importe quoi, et ainsi de suite. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'à la même époque, on commence à voir se développer un débat public qui aujourd'hui domine le débat collectif. C'est mis en cause, notamment d'une partie de l'industrie, et ça commence avec l'industrie du tabac, qui est mise en cause pour avoir menti sur la dangerosité du tabac. Ensuite, on commence à avoir des procès contre la grande industrie, Monsanto ou d'autres firmes industrielles qui auraient pollué, qui auraient caché la vérité sur la dangerosité des pollutions. Avec le 11 septembre, là, on a un débat qui devient général sur la réalité du monde dans lequel on vit, c'est-à-dire avec cette idée que face à des attentats qui sont d'une ampleur inouïe et qui représentent un phénomène tout à fait nouveau pour nous, on ne sait même plus quelle est la nature de la réalité. Ce qui se passe en 2001 avec les attentats de New York et les débats qui vont suivre, et notamment le fait que le gouvernement américain va lancer une guerre contre l'Irak sur la base de preuves qui vont être démontrées totalement fausses, il y a une espèce de doute généralisé qui naît au sein de l'opinion sur la valeur de la parole publique et de la parole des élites. Donc entre les procès de l'industrie du tabac et les débats qui vont suivre les attentats de New York, puis la crise écologique, on va avoir une espèce de fossé qui va se creuser entre le discours des élites, des gouvernements, des industriels, de tous ceux qui, en gros, dirigent et dominent notre société, et de plus en plus d'acteurs, écologistes, opposants politiques, groupes citoyens qui vont émerger et qui vont prôner la construction d'un autre modèle social et d'un autre type de débat public. Et ça, il me semble qu'on ne peut pas penser cette histoire de théorie du complot et de fake news dont on parle autant aujourd'hui si on les sépare de l'évolution du débat public et du débat politique, scientifique, technologique et écologique et du débat de société tel qu'on le connaît depuis les années 90. Ça me semble être deux aspects complètement indissociables du problème. Ce qui fait qu'en fait, il me semble que le problème de ces histoires de complot sous-coupique, c'est moins le fait que ce soit vrai ou faux, que le fait que ça participe à une espèce de doute et de fossé grandissant entre ce qu'on appelle les élites et le public. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a besoin de réinventer le débat et de reconstruire une alliance entre le public et ceux qui sont censés être ses porte-paroles. Parce qu'une bonne partie du public a l'impression que ces porte-paroles, ces représentants, ne le représentent plus. Et on est dans une situation de crise majeure qui fait qu'il y a un déficit dans l'opinion publique par rapport à la parole des dirigeants, des gouvernants et de ceux qui occupent une position au sein de ce qu'on appelle les élites. C'est cet aspect-là qui me paraît très important de ce que l'affaire de Roswell a permis de révéler. Donc le problème, c'est pas juste la vérité ou la fausseté des faits, c'est le fait que c'est inséparable d'un débat public qui a pris une ampleur complètement démesurée à notre époque.
Aux États-Unis, l'affaire de Roswell a réellement créé une grande polémique, à tel point que même le président Bill Clinton a dû donner son point de vue sur l'affaire lors d'une conférence de presse à Belfast en 1995. Pour autant que je sache, aucun vaisseau spatial extraterrestre ne s'est crashé à Roswell, au Nouveau-Mexique, en 1947. Si les militaires de l'US Air Force ont récupéré des cadavres d'aliens, ils ne me l'ont pas dit. Pourtant, j'aurais aimé savoir. Le débat autour de Roswell prend une telle ampleur qu'un sénateur du Nouveau-Mexique va demander une enquête. L'US Air Force réagira en publiant 2 rapports dans lesquels on explique qu'en 1947, ce n'est pas un simple ballon-sonde qui a été retrouvé. Il s'agissait de ballons top secrets faisant partie d'un projet dénommé Mogul, destiné à espionner l'Union soviétique. Voilà pourquoi l'armée a été discrète en 1947. Mais autant le dire tout de suite, ces rapports, plutôt que d'apporter de la clarté, vont renforcer complètement les théories du complot. Au début donc, des années 90, à cause de la pression politique aux États-Unis, l'armée de l'air, qui jusque-là était silencieuse, va être obligée de prendre position sur cette histoire. Donc en 1994, le Pentagone publie un premier rapport sur Roswell en expliquant que, ok, ils ont menti à l'époque, c'était pas des ballons-sondes, c'était en fait des ballons-sondes ultra secrets. Enfin bon, ils vont construire tout un scénario nouveau. Et évidemment, c'est difficile de venir en 94 dire on a menti à l'époque, mais cette fois promis on ne ment plus. Bon, dans le contexte justement de défiance généralisée qui se met en place, une partie de l'opinion sourit à ce genre d'explication. Mais les choses vont empirer 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, parce qu'en 97, le Pentagone va avoir la riche idée de publier un 2e rapport sur l'affaire de Roswell. Et là, ils vont essayer d'expliquer justement les témoignages à propos d'observations de cadavres d'extraterrestres à côté de soucoupes volantes qui se seraient écrasées. Ces 2 rapports sont le fruit du travail d'un même rédacteur. Patrick Ferrin, président du comité belge d'études des phénomènes spatiaux. Donc c'est un militaire de l'US Air Force. Le premier rapport fait quelques 900 et quelques pages. C'est un annuaire téléphonique, c'est une somme. Et quand on lit ce rapport, il y a beaucoup de considérations, ça balaye très large. Et il y a finalement très peu de choses qui concernent l'affaire de Roswell proprement dite dans ce rapport. Ça m'avait étonné, dans ces 900 et quelques pages, près de 1000 pages, il y a finalement qu'une infime partie qui concerne, mais très directement, ce que tout le monde attendait à propos de Roswell. C'est un peu curieux. Deuxième surprise, après avoir avalé cette brique, il n'est absolument pas question d'humanoïdes ou de cadavres. Pas du tout. Il n'y a pas un mot. Or, ce qui enflammait tout le monde, c'était ça, évidemment. Bon. Et on n'en dit rien. L'US Air Force fait un rapport sur l'affaire de Roswell et on glisse sous le tapis l'élément le plus croustillant, le plus attendu, le plus étrange. Bon, l'indice d'étrangeté suprême. Rien, pas un mot. Alors évidemment, les gens attentifs là-bas, qui tombent sur ce rapport en premier lieu, les partisans de l'affaire de Roswell, et tous ceux qui les suivent, et le public qui entend parler de tout ça, parce que c'est vulgarisé très vite, pose la question, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? À quoi jouez-vous là? Et donc on reproche amèrement au rédacteur de ne pas avoir évoqué ça. Et pour que ce soit clair pour les auditeurs, donc à l'époque, en 1947, on dit on s'est trompé, c'est un ballon-sonde. Dans les années 90, lors de ce premier rapport, on dit bon, on vous a menti, mais cette fois on va vous dire la vérité, c'était pas un ballon-sonde, c'était un ballon-sonde, mais top secret. Mais donc, top secret. On dit voilà, c'était pas un ballon, mais en gros c'était un ballon. Voilà. Et on ne parle pas des cadavres. On ne parle pas des cadavres. Et donc ça énerve un peu tout le monde. Ça énerve tout le monde. Et évidemment, c'est là qu'on va mettre le doigt parce que ça fait mal. On pense que c'est là que ça fait mal. Et donc le rédacteur du premier rapport se sent obligé, ou bien peut-être l'a-t-on obligé, ça on n'en sait absolument rien. Toujours est-il qu'il y a une suite au rapport. Il y a un volume 2 qui est beaucoup moins conséquent. Et dans lequel il revient sur l'affaire et il dit bah oui, mais les cadavres, ce ne sont absolument pas des cadavres, ce ne sont absolument pas des extraterrestres, détrompez-vous, dormez en paix, voilà la solution. Et d'ailleurs, je vous montre une photo. Et la photo montre des mannequins complètement harnachés avec l'équipement qu'il fallait, etc., pour être largués depuis
quelque chose et pour servir de Kobe sur des mannequins avec l'équipement adéquat pour tester toute une série de choses. Le problème, c'est que les photos qu'il montre datent de 1953. Ce sont des tests qui ont été faits à cette époque-là. Alors, évidemment, tout le monde lui retombe dessus, sur ce pauvre colonel Andrew, en disant « Mais qu'est-ce que vous nous montrez là ? Une fois de plus, c'est de la poudre aux yeux, vous noyez le poisson dans l'eau, ça ne résout absolument pas l'affaire. Nous, on vous parle de cadavres datant de 1947, qu'on aurait trouvé en 1947. Vous nous montrez des mannequins qu'on aurait utilisés en 1953. Cherchez l'erreur. » Bon, premier rabord, on pourrait dire c'est très maladroit. Quelle gaffe monumentale. Parce qu'une gaffe pareille ne fait que remettre de l'huile sur le feu. Pour l'US Air Force et pour tous les gens qui sont derrière, toutes les autorités qui sont derrière, ce rapport, il a une importance primordiale. C'est un élément extrêmement important qu'on donne au public. Ça fiche une pagaille même monstrueuse. Ça donne un grand coup de pied dans la table, tout le château de cartes s'effondre, ça brouille toutes les cartes, il n'y a plus personne qui y retrouve quoi que ce soit. Et c'est un jeu qui a l'air de se reproduire. Alors on pourrait se dire, c'est pas innocent. Il y a un message, il y a quelque chose là derrière. Bien malin, évidemment, celui qui va pouvoir le décrypter. Mais on ne peut pas s'empêcher d'avoir une réaction pareille. L'armée n'a jamais pu, quand même, et là je pense qu'on peut le dire, mettre un point final à cette histoire. Elle n'a jamais pu dire, voilà le papier, voilà la photo, voilà l'archive ultime qui vous prouve ce qui s'est passé là. Et ça, c'est vrai. Même si on est sceptique, on est forcé de le reconnaître, non ? Alors, j'admets qu'effectivement, il y a un comportement qu'on pourrait qualifier de pas net. Eddie Louchet, historien, spécialiste des ovnis du passé. D'abord, il y a eu 2 rapports différents. Une première version et puis une seconde. Ce qui renforce toujours un peu les théories complotistes, évidemment. À partir du moment où on ne vous dit pas la vérité dès le départ, et que la vérité du second rapport des années 90 pourrait n'être aussi qu'une vérité provisoire. Il pourrait y avoir eu autre chose à cacher. Le souci, c'est que le crash d'une soucoupe volante avec des entités biologiques extraterrestres est fortement remis en cause par tout ce qui s'est produit après, par tout ce que les témoins ont raconté ultérieurement, par des documents qu'on a trouvés. À partir du moment où ces témoins ne sont plus crédibles, à partir du moment où les documents ne renforcent pas cette hypothèse d'entité extraterrestre et de soucoupe volante, on doit bien admettre que cette hypothèse-là ne tient pas, mais qu'au demeurant, il n'est pas impossible qu'il y ait effectivement encore un secret inavouable, ou en tout cas qui sera peut-être révélé par les historiens dans quelques temps, dans quelques décennies ou quelques siècles. Bref, l'affaire de Roswell, si affaire il y a eu, sera toujours entourée de doutes, qu'on y croit ou pas d'ailleurs. Et c'est sans doute le côté le plus étonnant de cette histoire. On a une mythologie qui se crée et c'est fascinant. Fabrice Canepa, auteur de Alien, 70 ans de culture et contre-culture. On a peu de fois où on a l'occasion comme ça d'assister à l'accouchement d'un mythe. C'est pas abusé de parler de mythe. Roswell, pour moi, aujourd'hui, c'est quand même... Je pense que dans le monde entier, c'est connu, ça renvoie à un imaginaire, ça a été... X-Files a aidé, certes, mais pas que. Il y a quand même eu beaucoup d'encre qui a coulé, de films qui ont été faits, de choses comme ça. Et c'est génial. Et c'est génial parce que là, pour le coup, il n'y a pas besoin de gratter beaucoup pour voir que tout ça est un empilement d'intox, de vérité, de paresse aussi, beaucoup de paresse intellectuelle, de gens qui ont vérifié des choses de façon pas très sérieuse, ou alors de façon de s'arranger avec la vérité parce qu'on est convaincu qu'on a envie que ce soit vrai. Et ça c'est peut-être la grande malédiction, c'est-à-dire que je pense que dans l'histoire, en plus, il y a des gens qui sont tout à fait honnêtes, qui ont vraiment voulu y croire, qui ont été prêts à ne voir que ce qui avait l'air de cadrer avec ce qu'ils avaient envie d'entendre, de faire et de dire sur Roswell. Mais c'est fascinant, je pense qu'il faut tout lire, même les trucs les plus fumeux, parce que plus on rentre dans cette histoire et plus on se nourrit de cette genèse mythologique, plus on comprend ce qu'est vraiment Roswell, c'est-à-dire c'est vraiment
Dans une société moderne, le besoin de croire à des mythes, dans un monde où la science laisse plus beaucoup de place, en fait. La forêt nous fait plus peur, les elfes, on y croit quand même que très moyennement. La Terre, on l'a explorée de tous les côtés. On connaît bien le petit bout de globe sur lequel on le connaît un peu sous toutes les coutures. Et donc, nos mythes anciens, il faut qu'ils passent quelque part. Il faut qu'ils sortent d'une façon ou d'une autre. Et Roswell, c'est la reconstruction magnifique de ce besoin qu'ont les hommes de croire et de créer des mythes. L'affaire de Roswell fera des petits. D'autres récits de crash d'ovnis vont émerger en suivant le même scénario, et pas forcément aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays. Vous avez sans doute un des cas les plus proches de nous, très célèbre, c'est Varginha, au Brésil. Eddie Louchet. À Varginha, donc dans le sud du Brésil, nous sommes c'est récent, c'est récent. C'est 1996. Ouais. Donc on est dans l'état du Minas Gerais, c'est un état du sud du pays. Donc deux adolescentes et une jeune femme auraient aperçu une créature à la description effrayante, peut-être blessée. Elle a des yeux rouges, elle a des sortes de protubérances sur la tête, elle semble nue, vraiment une forme bizarre. Et rapidement, d'autres témoins s'ajoutent. On parle de 2 créatures, dont l'une aurait été emmenée à l'hôpital pour être autopsiée. Elle a été malmenée puis abattue par l'armée brésilienne. Et puis très vite, on ne s'y retrouve plus sur le nombre de créatures. 1, 2, 3, 4. Alors on parle d'un policier qui aurait interpellé un des extraterrestres et qui serait mort ultérieurement d'une maladie inconnue. Là, c'est un mythe qui se construit très rapidement, en quelques semaines. En même temps, on va associer à Varginha l'observation d'ovnis dans les jours qui ont précédé, et même un ovni accidenté en forme de cylindre et de la taille d'un autobus. C'est le mécanisme de la rumeur. Des nouveaux faits imaginaires ou mal interprétés viennent s'ajouter pour gonfler l'histoire. Ajoutez-y la méfiance atavique de la population brésilienne vis-à-vis de l'armée et la crédulité de cette population brésilienne. Tout ça a certainement joué un grand rôle. Alors, aucune preuve physique des événements. On n'a aucune preuve, ni un morceau de poudre extraterrestre, ni un morceau de soucoupe. Et cette histoire présente d'ailleurs pas mal de similitudes avec Roswell. Un crash, des extraterrestres morts ou vivants, l'intervention de l'armée qui tue un extraterrestre, l'autopsie à l'hôpital, et même, on ajoute dans l'affaire de Varginha, intervention de militaires venus spécialement des États-Unis. Alors, ouais, c'est véritablement le mythe qui se construit très vite. Là, il n'a pas fallu attendre des dizaines d'années, ça s'est fait en quelques semaines, quelques mois. À l'heure aujourd'hui, même des ufologues brésiliens commencent à devenir très sceptiques sur cette affaire. Notamment toujours des ufologues qui maintiennent que tout est véridique, mais d'autres se disent que non, les témoins se contredisent, on a perdu tel témoin, on ne sait plus. Et donc, tout ça me semble très peu probable, voire quasiment impossible. Ah, nous rêvions tant de connaître d'autres mondes. Tout n'est pas perdu, vraiment. Dans le prochain épisode, les chariots des dieux. Comme de nos jours, personne n'est parvenu à démontrer l'existence des soucoupes volantes, des ufologues fouillent très loin dans le passé afin de trouver une preuve archéologique d'échanges technologiques entre nos ancêtres et des visiteurs extraterrestres. Il n'y a pas d'histoire moderne des soucoupes volantes. Il y a l'histoire de la vie extraterrestre qui nous rend visite depuis des millénaires dans notre temps, depuis toujours. Tous les épisodes de la série consacrée à l'histoire des ovnis sont disponibles sur Ovio ou téléchargeables sur la page podcast du site lapremière.be.